Imagine rentrer chez toi et découvrir que toute ta famille a été massacrée. C'est exactement ce qui s'est passé en juillet 2001 à Sydney. Claudine, Loiva et Teodoro González ont été brutalement assassinés dans leur propre maison. L'enquête a révélé une vérité glaçante. Le coupable n'était pas un étranger, mais leur propre fils, Seth González. Il a tenté de maquiller son crime en cambriolage raté, mais les preuves l'ont trahi. Pourquoi a-t-il fait ça? Était-ce prémédité? L'histoire derrière ce drame est encore plus choquante que vous ne l'imaginez. Hello mes stars et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crime et Make-up. Si c'est ta première fois ici, le concept est très simple, je me maquille tout en vous racontant une histoire de crime. Alors si tu aimes le maquillage et le crime, je t'invite à t'abonner car je poste une vidéo par semaine. Sans plus tarder, on va commencer, alors prends ton thé ou ton cocktail et installe-toi confortablement. Moi je suis encore sur ma fixation avec le coca, donc voilà. Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de la famille González. Teodoro González, qu'on appelle aussi Teddy, est né en 1954 à Baguio aux Philippines. Il a grandi dans une famille modeste avec 3 frères et sœurs qui étaient ses aînés. Ses parents n'avaient pas beaucoup d'argent, du coup, depuis très jeune, il a pris l'habitude de travailler. C'est vraiment ce genre de personne qui s'est dit « Je dois absolument bouleverser la situation financière de ma famille, en fait. Je dois absolument y arriver pour être beaucoup plus aisée et pour plus être dans la pauvreté. » Et depuis tout petit, il avait ce mindset, il voulait fonder une famille, avoir des enfants et leur offrir en fait l'enfance et l'adolescence qu'ils n'avaient pas eu. Et c'est exactement ce qu'il a réussi à faire. J'ai l'impression que je suis un peu trop près. Alors je vais dézoomer un peu, guys, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'on est beaucoup trop proche. Genre, je veux bien, on est proche et tout, mais du calme. Après avoir obtenu son diplôme de lycée, donc l'équivalent du baccalauréat chez nous, Teddy a poursuivi ses études pour devenir avocat. Après ça, il est entré en faculté de droit et en 1977, alors qu'il avait seulement 23 ans, il va rencontrer celle qui deviendra sa femme, la mère de ses enfants, Loiva. Loiva était l'aînée de 6 enfants et on disait d'elle qu'elle était très douce, maternelle et timide. Maternelle, tu m'étonnes, avec 6 frères et sœurs, oui, je suppose qu'elle était maternelle. Bon, dès qu'ils se sont rencontrés les deux, c'était l'amour fou. À tel point qu'ils se sont mis en couple quasiment directement et qui se sont mariés quelques mois après. 3 ans plus tard, le 16 septembre 1980, accueillit leur premier fils, Seth. 3 ans après ça, le couple a eu leur deuxième et dernier enfant, Claudine. Teddy et Loiva, c'est vraiment genre le couple, tu sais, le couple business, le couple qui est parti de rien et qui a réussi à construire un empire, quoi. Ils étaient vraiment trop forts et grave inspirants, je trouve. Ils se sont rapidement lancés dans l'immobilier. Ils ont ouvert leur propre magasin ainsi qu'une pharmacie. Et grâce à tout le travail et toutes les choses qu'ils ont mis en place, ils ont réussi à très bien gagner leur vie. Et ça, c'était vraiment l'objectif de Papa Teddy, donc, comme je vous l'avais dit, qui avait grandi dans la pauvreté et qui cherchait à briser ses chaînes, en fait, à s'en sortir, à offrir le meilleur pour ses enfants. Et je pense qu'à ce stade, il devait être quand même super fier de lui parce que il avait réussi. Il était parti de zéro, il avait réussi à se construire avec sa famille, sa femme et tout. Enfin, franchement, trop bien. En 1989, ils franchissent une nouvelle étape, achètent un terrain et ils construisent un hôtel. L'hôtel était sur 4 étages et il y avait à peu près 40 chambres et la famille vivait dans l'hôtel. Genre ils avaient un appartement qui était dans l'hôtel. Ils vivaient dans l'hôtel, quoi. Oui. Malheureusement, en 1990, un tremblement de terre a eu lieu et l'hôtel est complètement détruit. Toute la famille a réussi à s'extirper des débris, à part Seth. Et quand Teddy s'est aperçu que Seth n'était pas avec eux, il n'a pas hésité une seconde. Il s'est jeté sous les décombres pour aller chercher son fils. En essayant d'aller le chercher, il s'est pris encore plus de débris dessus. Mais au final, les secours ont réussi à sauver tout le monde, donc Teddy et Seth. Et voilà, plus de peur que de mal, mais franchement, quand même, quoi. Mais ça montre que Teddy, c'est vraiment... Teddy, ça a l'air d'être un bête de père, hein. Teddy, c'est vraiment ce père qui est prêt à tout pour ses enfants. Et et c'est ouf quand même qu'il soit retourné dans les décombres et qu'il ait risqué sa vie pour aller chercher son fils. Mais moi, en fait, encore une fois, hein, je pense que quand j'aurai des enfants, peut-être je pourrais comprendre. Mais là, quand je vois des trucs comme ça, je me dis, mais c'est ouf. Moi, dans ma tête, je me dis, j'aurais juste appelé les pompiers. Venez chercher mon fils. Bon, bref, après ça, quand même, un peu dégoûté parce qu'ils ont perdu leur maison, leur business, leur hôtel et plein d'autres choses, tout ce qu'ils avaient de personnel, des souvenirs, etc. Enfin, ils devaient vraiment repartir de zéro et je pense que ça leur a foutu un peu le seum quand même. Et ils se sont dit, vous savez quoi ?
on quitte les Philippines. C'est ainsi qu'ils ont emménagé en Australie. Une fois installé en Australie, Teddy, vous vous souvenez, a fait des études de droit, etc. Donc il se dit, bah écoutez, je vais créer ma propre law firm, mon propre cabinet d'avocat. Et voilà quoi en fait. Mettre toutes ces années d'études à bon usage. Il a d'ailleurs décidé de se spécialiser dans le droit à l'immigration et il a aidé de nombreuses personnes, en particulier des personnes asiatiques, à pouvoir s'installer en Australie. Grâce à son cabinet d'avocat et au fait que ça fonctionne très bien pour lui, il a réussi à acheter un terrain et il y a fait construire la maison familiale. En parlant de la famille, Claudine et Seth n'avaient pas la meilleure relation frère-sœur et n'avaient pas non plus la meilleure relation avec leurs parents. Teddy et Loiva étaient très stricts avec eux. Seth et Claudine devaient avoir de très très bonnes notes à l'école, ils devaient être exemplaires, ils devaient aussi être bons au sport, ils devaient... Enfin, vraiment être, vous savez, ces adolescents parfaits qui sont très impliqués dans la communauté et qui ont des très bonnes notes et qui fréquentent de super amis et qui aident leurs parents. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait une pression de ouf sur eux pour être les enfants parfaits. Ce que je peux comprendre en même temps, parce que quand toi, t'as grave galéré pour faire X, Y, Z, tu sais ce que c'est de travailler dur pour offrir un meilleur futur à tes enfants, tu te dis en fait... Ils partent avec une longueur d'avance. Enfin, en fait, je peux les comprendre, les parents, mais en même temps, bah, souvent, c'est dur pour les enfants, quoi. Et en plus de ça, le truc, c'est que les parents, ils les récompensaient positivement quand ils avaient de bons résultats. C'est-à-dire, si par exemple, tu avais une bonne note, bah, tu pouvais avoir un cadeau. Tu pouvais avoir de l'argent. Tu pouvais faire ci ou ça. Du coup, ça les motivait. Mais ça avait quand même ses avantages, puisqu'ils avaient accès à une voiture. Leurs parents leur avaient acheté une voiture assez tôt. Ils avaient de l'argent toutes les semaines. Ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas besoin de travailler pour avoir de l'argent de poche à côté de leurs études. Et les parents avaient une sorte de compte épargne pour les enfants pour qu'une fois quand ils seront majeurs, qu'ils puissent acheter une maison, Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment ce genre de parents qui avaient déjà un peu l'avenir de leurs enfants bouclé un peu dans leur tête, quoi. C'est des bonnes choses, hein. Je pense qu'on kifferait quand même tous avoir un peu des parents comme ça. Mais c'est vrai que du coup, ça te met quand même une certaine pression. Et je peux comprendre que ça puisse être stressant. Au lycée, Seth était l'élève parfait. Enfin, seulement la première année du lycée. Parce qu'après, il a commencé un peu à se relâcher parce qu'il a commencé à avoir une passion et cette passion, c'était la musique. Bien évidemment, quand il a parlé de la musique à ses parents, ils étaient en mode non, je pense pas, non. Tu vas soit aller en médecine, soit aller en droit, hein, d'accord? Ils y croyaient pas du tout, ils se sont dit mais quoi? Mais il a pété les plombs. La musique, ça peut être un hobby, une passion à la rigueur, mais tu vas pas en faire une carrière, quoi. Du coup, Seth, il avait pas vraiment d'autre choix que de dire ok, d'accord. Donc il a fini par rentrer en université pour la médecine et c'était une université très très stricte et très dure. Le taux d'acceptation était seulement de 30%. Et Seth a été accepté par cette école. C'est-à-dire qu'il faisait partie des 30%. Mais en vrai, il aime pas l'école. Enfin, ça l'intéressait pas. Il avait vraiment pas du tout ça en tête, en fait. Lui, ce qu'il voulait faire, c'était de vivre de sa passion, qui était la musique. D'ailleurs, il faisait déjà partie d'un groupe de musique. C'était pas un groupe super connu en Australie et tout, mais ils avaient quand même déjà une fanbase. Il y avait déjà des gens qui les suivaient et qui étaient vraiment fans d'eux. Il y avait des meufs qui créaient des fanpages et tout sur les chanteurs, enfin les membres du groupe, et en particulier sur Seth, qui avait sa propre page. Et du coup, je pense que le fait qu'il ait autant de fans, entre guillemets, ça fait qu'il s'est dit, mais il y a peut-être un truc à faire sérieusement avec la musique. Et du coup, il s'est beaucoup plus concentré sur la musique que sur ses études. Il a fini par échouer à son premier semestre à l'université. Mais le truc, c'est que c'était inimaginable pour lui de le dire à ses parents. Donc plutôt que de leur dire, écoutez, non, ça s'est pas très bien passé en fait, il a préféré falsifier son relevé de notes et leur dire qu'il avait réussi à passer au deuxième semestre. Un jour d'ailleurs, il est allé voir sa petite sœur, donc Claudine. Claudine avait 16 ans à l'époque et il lui a dit genre, ouais, maman et papa, ils sont trop bêtes et tout. Ils pensent que j'ai réussi à l'école et tout, alors que pas du tout. J'ai juste falsifié mes notes. Ils pensent vraiment que j'ai réussi, ils m'applaudissent, etc. Alors que c'est faux, quoi. Donc en gros, le mec était grave fier d'avoir menti à ses parents, quoi. Je pense qu'il se sentait un peu badass, genre. Il se disait, ouais, je suis ce genre de mec. Et Claudine, en fait, elle entend ça et elle a un peu le seum parce que elle se tuait à l'école, au lycée, du coup,
pour avoir de bonnes notes et pour avoir des récompenses de ses parents et même juste genre rendre ses parents heureux et de voir en face son frère qui faisait absolument rien et qui mentait à ses parents pour avoir les récompenses alors qu'il allait à peine en cours et qu'il réussissait pas du tout, bah forcément ça l'a un peu saoulé quoi, parce qu'elle s'est dit attends c'est une blague en fait, moi je fais tout ça et l'autre rien. Du coup forcément ça a créé des tensions entre les deux. Au bout d'un moment, Seth en a eu marre de la médecine et il s'est dit qu'il allait se tourner comme son père vers le droit. Donc il a changé de spécialisation, il a changé d'université et dès qu'il a changé, il se sentait beaucoup plus épanoui, beaucoup plus à l'aise, il avait un peu trouvé la chose qui le faisait vibrer en fait. Non mais voilà, il avait trouvé, on va dire, un meilleur chemin. Et ce qui était plutôt pratique en plus, c'est qu'il pouvait donc travailler avec son père. Comme ses parents ont vu qu'il faisait beaucoup d'efforts, qu'il s'en sortait bien, etc., ils ont décidé de lui acheter une voiture pour le récompenser. C'était une Toyota bleue avec des plaques personnalisées. Vous savez à quel point ça coûte cher les plaques personnalisées. Et dessus, il y avait écrit 7G80. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça veut dire. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. 7G80. Je sais pas. Claudine, elle voit ça, elle se dit attends, il s'en sort bien le frérot. Donc moi aussi en fait je devrais essayer. Pourquoi est-ce que je reste là? Faire la meuf bien, à tout faire bien. À cette époque-là, Claudine avait un petit ami. Le petit ami s'appelait Charles. Mais en fait les parents, comme ils étaient très stricts, religieux, et il n'y avait pas d'histoire de petit ami en fait. Donc quand ils ont découvert la relation entre Charles et Claudine, ils ont dit pas du tout ma belle. En fait, ils se sont dit, Claudine, elle sort avec un garçon, elle va se distraire, elle va pas réussir ses études. On connaît les trucs comme ça, c'est mort. Du coup, ils ont demandé à Claudine, c'est pas ils ont demandé, hein, ils ont imposé à Claudine d'arrêter de parler à Charles et d'arrêter de le voir. Et pour être sûr qu'ils mettent vraiment fin à cette relation, ils ont envoyé Claudine à Melbourne, chez sa tante. Mais malgré la distance, Charles et Claudine sont quand même restés en couple. Ils se parlaient par téléphone, je suppose. Ils devaient pas se voir très souvent. Mais Seth, ça lui plaisait pas du tout. Quand il a appris qu'ils étaient toujours en couple, il a décidé de s'en mêler et il a appelé Charles, donc le petit copain de Claudine. Il lui a dit ouais, je suis le frère de Claudine, je fais partie d'un gang. T'as intérêt à laisser t'as intérêt à laisser ma soeur tranquille, sinon on va venir te piou, tu vois. Charles, dès qu'il entend ça, il se dit pas du tout en fait. Il a eu super peur et il a décidé de quitter Claudine. Bien évidemment, Claudine était furieuse et super triste. Et en fait, c'était clairement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Claudine. Elle en avait marre. Ça faisait des années qu'elle savait que son frère ne faisait que de mentir à ses parents, qu'elle disait rien, et elle en a eu marre en fait. Du coup, elle a dit « Ah, tu veux jouer comme ça ? Pas de problème. » Elle a appelé ses parents. Elle a dit « Ouais, vous voyez votre fils là. Il dit qu'il a réussi son semestre en école de médecine et tout. C'est faux. Vous voyez les relevés de notes qu'il vous a montré où il a des super notes. C'est faux. Et en plus de ça, il a une petite amie qui a 4 ans de plus que lui. Period. » Claudine, c'est grave ma go. Claudine, elle a dit non, c'est mort en fait. Tu veux Poucave? On va tous les deux Poucave maintenant. Bien évidemment, les parents, ils sont en mode. C'est une blague en fait. Ils nous bernent depuis tout ce temps. Ils ont fait un peu leur recherche et ils ont vraiment vu qu'il était bel et bien en couple avec cette fille qui était beaucoup plus âgée que lui. Et ils ont dit pas sous mon toit. Du coup, ils ont fait quoi? Ils lui ont dit écoute, c'est soit tu la quittes, la petite amie, soit on te retire de l'héritage. Alors moi, si mes parents ils me retirent de l'héritage, je peux vous dire que je vais pas pleurer quoi. Mais lui, si on le retirait de l'héritage, il disait au revoir à 1,4 million de dollars. Moi, je quitte n'importe qui, même mon mari, là, je le quitte pour 1,4 million de dollars. Non, je rigole, mais bon, à cet âge-là, je pense qu'il avait plutôt envie de rester sur l'héritage. Du coup, Seth, il a dit, je t'aimais beaucoup, Magali, mais je choisis l'argent, donc il a décidé de la quitter et de garder son héritage. Et forcément, entre Seth et ses parents, c'était pas non plus pas la meilleure relation quoi. À ce stade, il y avait un peu de tension des deux côtés. Et c'est pas après, sa copine, elle est venue parler à Claudine et elle lui a dit, mais tu sais qu'en vrai, c'était pas vraiment mon petit ami, genre en mode, on se parlait et tout, on se voyait, mais genre, enfin moi je m'en fiche quoi. Très gênant. Vous allez voir que Seth est un menteur. Seth ment beaucoup, il s'invente beaucoup de vie. Et en fait, sa copine, je crois qu'il était en couple que dans sa tête à lui, hein, parce qu'elle,
Elle était en mode ah mais moi je m'en fiche franchement. Gardez bien en tête qu'il est un peu mytho sur les bords le copain. Et oui parce qu'en fait Seth il avait l'habitude de mentir. En fait pas forcément mentir mais grave exagérer les choses genre. Lors de ses concerts il disait à ses fans qu'il était mannequin. Waouh. Ça réveille ça. Du coup, ouais, pendant les concerts, il disait qu'il était mannequin, il disait qu'il était avocat, et il disait aussi qu'il était producteur de musique. Oula, je sens que cet eyeliner, c'était une très mauvaise idée aujourd'hui. Bon bref, donc oui, notre copain, le mytho, il disait qu'il faisait partie de Calvin Klein Asia. Gênant. Les tensions entre Claudine et Seth se sont pas arrangées du tout. On est le 10 juillet 2021, la journée semble commencer normalement, les parents sont au travail, Seth est à l'école et Claudine reste à la maison toute seule parce que c'était les vacances scolaires. Après l'école, Seth est allé travailler donc au cabinet d'avocat de son père. Plus tard, il avait prévu de dîner avec un ami qui s'appelle Sam. De base, il s'était donné rendez-vous à 17h, mais finalement, il a décidé de décaler à 20h parce qu'il avait des imprévus. À 20h, Seth est allé chercher Sam chez lui en voiture. Ils sont allés dîner à Planet Hollywood tous les deux. Et après, ils sont allés à une espèce de salle d'arcade un peu, vous savez, les endroits où il y a plein de jeux et tout, qui était à côté du restaurant. Ils sont restés ensemble, ont passé la soirée ensemble jusqu'à peu près 23h. Seth redépose son ami chez lui. Il rentre chez lui aux alentours de 23h45 et c'est là qu'il ouvre la porte et qu'il trouve les corps ensanglantés de son père, de sa mère et de sa sœur. Son père se trouvait dans le hall d'entrée, sa mère était par terre dans le salon et sa sœur était dans sa chambre. Ils avaient tous les trois été poignardés à mort. À 23h48, donc 3 minutes après être entré, Seth appelle la police. Seth appelle la police, il est complètement hystérique. Il leur dit que quelqu'un est entré par effraction dans sa maison et qu'elle a tué les 3 membres de sa famille qui s'y trouvaient. Pendant qu'il était au téléphone, il a décidé de sortir de la maison et de crier à l'aide pour alerter les voisins, je suppose. Les voisins sont arrivés, ils ont essayé de calmer Seth et ils ont réussi quand même. Dans toute cette folie, à un moment, il s'est dit « Attends, j'ai appris à faire un massage cardiaque. » Du coup, il retourne dans la maison en courant et il commence à essayer de faire un massage cardiaque à son père. Mais rapidement, il se rend compte que c'est trop tard. Quand il ressort, la police et les ambulances sont sur place. L'autopsie a révélé que Teddy avait été poignardé à 12 reprises et qu'il avait plusieurs blessures de défense sur son corps. Les blessures de défense, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais ça veut dire que pendant que quelqu'un essaie de te poignarder, tu essaies de le pousser, tu essaies d'arrêter le couteau, et du coup, en fait, en général, tu as pas mal de blessures sur les bras qui montre que tu as essayé de te défendre. Loïva, la mère, a été retrouvée dans le salon et il y avait plein de sacs de courses qui étaient autour d'elle et qui nous font donc croire qu'elle venait sûrement de rentrer des courses quand elle s'est fait attaquer. Loïva a été poignardée plusieurs fois au visage, au bras, à la poitrine et des blessures défensives ont aussi été trouvées sur son corps. Quant à Claudine, c'est elle qui a reçu les blessures les plus brutales. Elle a été poignardée à plusieurs reprises au torse, au visage et au bras et dans sa chambre, elle était allongée sur le sol en position fétale. Ça veut dire qu'en fait, elle était sûrement en train de pleurer et en train d'essayer de se cacher, je sais pas. Mais c'est tellement triste, tellement choquant. Au-dessus d'elle, il y avait un pull rouge, comme si la personne qui l'avait attaquée avait essayé de cacher ce qu'il avait fait pour pas le voir peut-être, je sais pas. L'autopsie a également montré qu'elle avait reçu un gros coup de batte de baseball sur la tête et c'est probablement ça qui l'a tuée d'ailleurs. Claudine est décédée à 16h, Loïva est décédée à 18h et le père est décédé à 18h20. Lorsque les policiers ont examiné la scène de crime, ils y ont trouvé des graffitis racistes peints en bleu sur les murs. Du coup, directement, ils se sont dit qu'il s'agissait d'un crime raciste. L'affaire a fait le tour des journaux, tout le monde en parlait. Et Seth a dit que lorsqu'il rentrait dans la maison, il a aperçu 2 personnes s'enfuir. La police a dit « Ok, est-ce qu'il y aurait des personnes qui voudraient s'en prendre à tes parents ?» Et il leur a dit « Oui, hier soir, il s'est passé quelque chose d'assez bizarre. » Il a raconté que la veille, il se trouvait en voiture avec ses parents, qu'il rentrait de la fête d'anniversaire de Claudine, qui venait d'ailleurs de fêter ses 18 ans, et qui se sont embrouillés avec un conducteur sur la route, qui a eu pas mal d'insultes qui ont été échangées, dont des insultes racistes. Et du coup, il leur a dit « Ouais, il y a moyen que ce soit eux. Moi, je pense que c'est eux. » Donc la police s'est dit « Ok, ça a du sens. » On va se pencher un peu là-dessus. Et quand ils ont cherché un peu autour de la maison, ils se sont rendus compte que le sac à main de la mère et le porte-revue, la mallette du père
avait été ouvert. Et il y avait un peu ce qui se trouvait dans leur sac qui était éparpillé partout, comme si quelqu'un avait cherché dedans. Mais pourtant, aucune des choses de valeur qui se trouvaient dans ces sacs n'avait été volée. Le cordon du téléphone fixe de la maison avait été coupé. Les 5 chiens, parce qu'ils avaient 5 chiens, n'avaient pas été blessés ou quoi que ce soit. Ils avaient été enfermés dans une buanderie. Les policiers se sont donc dit, bon, est-ce qu'il s'agissait d'un vol ou est-ce que c'est plutôt bizarre? En examinant un peu plus, ils se sont rendus compte que les courses... Je vous avais dit que Loïva avait été retrouvée avec des sacs de courses autour d'elle. En fait, les courses, elles étaient trop placées stratégiquement autour d'elle. En fait, c'était grave pas naturel. Comme je t'ai dit avant, la mallette du papa avait été fouillée, mais il restait quand même les 700 $. Il y avait 700 $ en liquide dans la mallette. Genre, moi, je viens de tuer toute une famille, je trouve 700 $ et je les laisse dans la mallette. Pareil, il y avait 300 $ posés sur un meuble dans la chambre de Claudine, personne n'y a touché. Il y avait tous ces bijoux de valeur, etc. Pareil, intacts. Donc, ils se sont dit, bon, ok, clairement, c'était pas un vol. Parce que si tu viens pour voler, tu prends l'argent, tu prends tout ce que tu peux prendre, en fait. Mais ils se disent quand même, il y a forcément une raison derrière ce crime. En plus de ça, autre chose bizarre, la fenêtre de la cuisine avait été brisée. Comme si... l'agresseur était passé par la fenêtre. Mais le truc, c'est que si tu passes par la fenêtre de la cuisine, sous la fenêtre de la cuisine, il y avait l'évier. Et dans cet évier, il n'y avait pas de traces de pas ou de un peu de terre ou quelque chose, alors qu'il y avait un orage de fou ce soir-là. Donc logiquement, si tu avais marché dehors, tu aurais un peu de boue ou un peu d'eau, quelque chose sur tes pieds qui aurait été visible dans l'évier. Mais là, il n'y avait rien. Ce qui voulait dire que la fenêtre avait été cassée de l'intérieur et pas de l'extérieur. Un autre détail étrange, les couteaux qui avaient été utilisés pour tuer les membres de la famille. Comme par hasard, vous savez, il y a cette espèce de porte-couteau, je sais pas, cette espèce de truc où tu peux planter tes couteaux comme ça. Comme par hasard, il en manquait 2 sur le bloc. Et en faisant leurs recherches, ils se rendent compte que les couteaux qui ont été utilisés pour tuer les membres de la famille correspondent aux couteaux qui manquent dans la cuisine. Donc le mec est rentré dans la maison pour tuer ces gens, parce que c'est un raciste, mais il n'a pas pris ses couteaux. Il s'est dit, bon, quand j'arrive, je prendrai leurs couteaux, comme ça... À chaque fois, on parle de ces histoires et je me dis, mais les gars, genre, vous voulez tuer toute votre famille, vous voulez tuer un tel, un tel, un tel, est-ce que vous réfléchissez avant un peu à un plan ou est-ce que vous vous lancez comme ça, comme des... Vous êtes fous, oui, c'est sûr, mais... Enfin, je sais pas. Vous voulez qu'on vous chope, en fait. Faut le dire directement. Rendez-vous. Comme ça. Je comprends pas. À chaque fois, ils sont tellement débiles. Bon, bref. Un autre truc qui était quand même plutôt bizarre, c'est que Claudine a été tuée à 16h. La mère a été tuée à 18h. Et le père à 18h20. Ce qui veut dire qu'il est resté dans la maison pour attendre que tout le monde rentre. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas attendu 7 aussi, en fait? S'il a attendu quand même de 16h à 18h, c'est-à-dire 2 heures, pourquoi est-ce qu'il n'a pas attendu encore 1h30 de plus pour voir... Enfin non, 7 est rentré quand même beaucoup plus tard. Pourquoi il n'a pas attendu? S'il voulait tuer toute la famille, pourquoi t'attends pas? C'est bizarre quand même. Ils s'en prend à tout le monde sa facette. À ce stade, la police elle est en mode... on va interroger le petit quand même. Mais Seth leur dit, bah écoutez, ce jour-là, je me suis levée, je suis allée à l'école, après je suis allée au travail de mon père. Il dit qu'il a fini le travail à 18h30, qu'à 18h30, il a voulu rentrer chez lui avant de ressortir dîner avec Sam, mais qu'en fait, il pleuvait de fou, du coup, il s'est dit, non, je vais aller attendre chez un autre pote. Je me souviens plus de son prénom. Mais sauf que quand la police a demandé à ce pote en question, je sais pas, on va l'appeler Tom, donc le pote de 18h30 à 20h. Quand ils lui ont demandé, Tom, est-ce qu'il était chez toi? Il a dit non. Il a dit pas du tout en fait. D'ailleurs, il a dit qu'il n'avait pas le numéro de Seth et qu'il s'était pas parlé ce jour-là et qu'il savait même pas où est-ce qu'il habitait. Comment est-ce qu'il aurait pu aller chez lui alors qu'il savait pas son adresse? Quand tu mens, mens bien en fait. Après ça, les policiers ont analysé les caméras de surveillance du restaurant Planet Hollywood. Ils ont réalisé que là-dessus, il n'avait pas menti. Il s'est vraiment rendu au restaurant à 20h avec son pote, etc., etc. Mais le truc, c'est qu'après qu'il ait quitté le travail de son père, il n'avait pas d'alibi. Il n'y avait personne qui pouvait dire « oui, j'étais avec lui à ce moment-là ». Comment tu l'expliques, mec? La police a trouvé Seth de plus en plus suspect. Ils se sont dit, il nous cache quelque chose, c'est sûr. Et c'est à ce moment-là que Seth décide de tenir une conférence de presse. Pendant tout ça, il est très ému, il pleure, il exprime un peu sa douleur, son chagrin. Et en gros, il dit que justice soit faite pour ma famille. Il a d'ailleurs dit, s'il vous plaît, si quelqu'un a des informations, nous offrons une récompense de 100 000 $ pour trouver le tueur
demandez à quiconque de nous aider, s'il vous plaît. Mec, comment? Enfin, je sais pas. Peut-être c'est moi qui suis bizarre. Enfin bref, tous ces pleurs ne durent pas très longtemps parce que 2 jours après ça, il se rend chez le comptable de sa famille pour demander son héritage. Voilà, donc il est littéralement le seul. On vient de tuer toute sa famille et lui, ce qui l'intéresse, c'est l'héritage. Il s'agissait grosso modo d'1,5 million de dollars. Alors de base, il aurait dû partager cette somme en 2 avec sa sœur, mais vu qu'il l'avait tué, sa demande a été refusée. D'accord, ils ont dit non. Tout le monde a trouvé ça super bizarre qu'il demande son héritage seulement 2 jours après que ses parents aient été massacrés dans sa maison. Et les gens, bizarrement, au lieu de se dire peut-être que le mec les a tués, ils se disent peut-être que le père était un criminel. En fait, en fouillant un peu dans le passé de Teddy, ils se sont rendus compte que dans les années 90, il y avait eu un petit scandale, puisqu'en fait, Teddy aidait des personnes philippines à obtenir leur citoyenneté plus rapidement, on va dire, en falsifiant des documents. Finalement, il s'est fait attraper, etc. Ça s'est un peu mal passé pour lui, mais il a été blanchi et voilà, tout le monde est passé à autre chose. Et du coup, les gens sont retombés là-dessus et se sont dit « Oh là là, en fait, ça se trouve, c'était un voyou, peut-être qu'il faisait ci, ça, ça. » Alors que non, en fait. Bon, 3 jours après les meurtres, le 13 juillet 2001, Seth est retourné voir le comptable. Il demandait encore une fois son héritage, mais cette fois-ci, il demandait 2,8 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'il y avait donc 1,3 million pour l'héritage et 1,5 million qui provenait de toutes les affaires immobilières que sa famille détenait. Mais encore une fois, sa demande a été rejetée. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on pourrait se dire, oui, ok, donc il a perdu toute sa famille, il a quand même besoin d'argent pour vivre. D'accord, sauf que il avait un compte en banque qui était clairement pas vide. Et en plus de ça, en Australie, quand tu perds toute ta famille comme ça, le gouvernement te donne 50 000 dollars. T'aider à te remettre sur pied, etc., te stabiliser, trouver une situation, quoi. Donc Seth n'avait pas besoin d'argent sur l'instant T. Et il avait même pas encore fait son deuil qu'il était déjà en train d'essayer de retrouver... Il avait même pas encore fait son deuil qu'il était déjà en train d'essayer de chercher l'argent comme ça, c'est juste super bizarre. Le 20 juin 2001, les funérailles de toute sa famille se sont tenues. Il y avait plus de 200 personnes présentes. Il y avait pas mal de proches, oui, mais aussi juste des personnes qui avaient envie de voir ce qui se passait. Seth a pris la parole pour donner quelques mots par rapport au décès de sa famille. Son discours était très émouvant, il avait les larmes aux yeux et il ressemblait quand même beaucoup au discours qu'il avait fait lors de la conférence de presse. Et ce qui a surpris un peu tout le monde, c'est qu'à la fin, désolée je rigole, c'est pas drôle, mais c'est un peu drôle quand même. À la fin de son discours, il a chanté, genre lui-même, We Belong Together de Mariah Carey. Donc il y a plein de gens qui ont trouvé ça bizarre parce que c'était pas vraiment une chanson que ses parents appréciaient apparemment. Enfin, c'était pas non plus une musique genre de la Philippine et tout. Enfin, vraiment aucun rapport. Tout le monde a trouvé ça super bizarre qu'ils chantent ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça déplacé en fait. Après tout ça, la police était clairement derrière les fesses de Seth. Genre vraiment, ils étaient prêts à tout pour essayer de l'arrêter quoi. Ils continuaient à lui poser beaucoup de questions et Seth était de plus en plus agacé, nerveux par rapport aux questions de la police. Il comprenait pas pourquoi est-ce qu'il lui posait autant de questions. Il était en mode mais je suis en deuil, genre laissez-moi tranquille quoi. Après les funérailles, ils l'ont quand même rappelé au poste et ils lui ont dit écoutez, on a une question à vous poser. Pourquoi à ton avis est-ce que le tueur s'en est pris à tout le monde à part à toi en fait ce jour-là? Et il leur a dit moi ce que je pense c'est que le tueur ne m'a pas tué justement pour que je sois le suspect, pour que vous pensiez que c'est moi qui ai fait ça. Et c'est là qu'ils ont décidé d'interroger Sam, l'ami avec qui il avait passé la soirée. Et Sam a dit que ce soir-là, Seth était plutôt bizarre. Il faisait que d'essayer d'appeler le fixe de sa maison pour savoir si sa famille allait bien. Il a même demandé à Sam de lui prêter son téléphone pour appeler. Du coup, Sam a dit si tu veux, on peut passer chez toi, genre pour voir si tout se passe bien. Et immédiatement, Seth était en mode non, pas du tout en fait. C'est bon, tout va bien, t'inquiète pas, c'est bon. Mais 15 minutes après ça, Seth a encore une fois demandé à Sam son téléphone pour pouvoir appeler. Pareil, au restaurant, il mangeait pas, genre il touchait à peine son assiette. Mais pourtant, il était de bonne humeur, il plaisantait, enfin, il avait l'air normal, mais en même temps, super bizarre. Et rapidement, la police va arriver à une conclusion, il ne s'agissait pas d'un vol ou d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Il s'agit vraiment d'un meurtre prémédité. Comme je l'ai dit avant, la plupart des blessures étaient au visage, étaient en tout cas sur la partie vraiment haute du corps. Et en général, dans les meurtres, on a remarqué que quand les blessures étaient au visage, c'était des crimes personnels en fait. C'était
le tueur connaissait la personne. Seth aurait donc essayé de détourner l'attention en disant qu'il s'agissait d'un crime racial, mais tout ça c'était que de la manipulation au final. Et à ce stade-là, la police était persuadée que Seth était coupable. Le truc c'est qu'ils n'avaient pas encore de preuves concrètes pour pouvoir l'arrêter. Ils ont donc commencé à interroger les voisins pour leur demander est-ce que vous avez entendu quelque chose ce soir-là? Mais comme il y avait énormément d'orage ce soir-là, la plupart des voisins ont dit franchement, on n'a rien entendu du tout. Mes 2 voisins, qui sont situés de l'autre côté de la rue en face, ont dit avoir vu la voiture de Seth dans l'allée de la maison entre 16h et 19h. Ils étaient sûrs que c'était sa voiture, de 1 parce qu'elle était bleu pétante, et de 2 parce qu'il y avait les plaques d'immatriculation personnalisé. Donc il n'y a aucun moyen de dire que non, c'était pas ma voiture, il y a écrit 7 dessus. Un collègue de Teddy a déclaré qu'il était aussi passé à la maison pour déposer quelque chose dans la boîte aux lettres aux alentours de 17h. Et il dit aussi avoir vu la voiture de Seth dans l'allée. L'un des témoins les plus importants dans cette affaire, c'est la sœur de Loiva, Emily. Donc Emily est la tante de Seth et Claudine, ok? Leur tante a raconté qu'elle est venue à la maison de la famille aux alentours de 18h. Elle passait dans le coin parce qu'elle allait récupérer son fils à l'école et elle voulait aussi en profiter pour aller voir sa sœur. Mais en arrivant, elle n'a pas vu la voiture de Loiva dans l'allée, mais par contre, elle a vu celle de Seth. Alors elle dit qu'elle est allée frapper à la porte, mais quand elle a frappé, personne n'a répondu. Elle n'a absolument rien entendu. Ce qui est plutôt bizarre étant donné qu'ils ont 5 chiens. Elle a frappé encore une fois, elle a même sonné à la porte et toujours rien. Aucun chien n'a aboyé, il n'y avait aucun bruit venant de l'intérieur, c'était comme si toute la famille était partie. Elle a regardé par la fenêtre pour essayer de voir quelque chose, et c'est là qu'elle a cru voir quelqu'un avec un manteau et une casquette de baseball. Elle a fait le tour de la maison pour aller vers une autre porte, et à ce moment-là, elle dit qu'elle a eu un pressentiment vraiment étrange, comme si quelque chose de mauvais s'était passé. Elle a eu super peur, et comme elle était avec son fils, franchement, je la comprends. Elle s'est dit genre, y a un truc bizarre. Elle a pris son enfant. Elle est remontée dans la voiture, elle est partie en fait, ciao. Et elle était quand même un peu flippée, elle s'est dit mais attends, c'est trop bizarre ce qui s'est passé là. Autre preuve qu'ils ont trouvée. Attention. La police a demandé à Seth les vêtements qu'il avait portés le soir du crime. Et rappelle-toi, il a dit qu'il était rentré dans la maison pour faire un massage cardiaque à son père. Et son père se trouvait dans une mare de sang, il avait été poignardé à mort, donc vous imaginez un peu. Mais le truc, c'est qu'il avait pas tant de sang que ça sur lui en fait. Alors que logiquement, t'as fait un massage cardiaque à quelqu'un, t'es quand même très près de lui. Il est couvert de sang, t'es censé être... Enfin, ton t-shirt, il est censé être couvert de sang aussi. Mais non, lui, il a dit qu'en fait, quand il est sorti, vu qu'il pleuvait beaucoup, bah, le sang était parti de son t-shirt. Mais c'est pas tout. Ils ont aussi trouvé un peu de peinture bleue sur la manche de la veste de Seth, celle qu'il portait le soir du crime. Comme par hasard, c'était la même peinture qui avait été utilisée pour marquer les insultes racistes sur les murs. Comment t'expliques ça? À ce stade-là, ils se disent, bon écoutez, c'est juste une question de temps, on va l'arrêter. Et Seth revient le lendemain au poste de police et il leur dit, écoutez, je suis désolée, je vous ai menti, voilà où j'étais en réalité ce soir-là. Il leur dit, j'avais juste peur de vous le dire, j'avais un peu honte aussi, mais en fait, ce soir-là, j'étais dans un bordel. Est-ce qu'il y a un autre mot pour dire ça? Qui s'appelle la petite aroma. Il dit ouais, après le travail j'y suis allée mais franchement j'avais trop honte de vous dire. Et la raison pour laquelle ma voiture était à la maison, c'est parce qu'en fait j'avais honte qu'on me voit me rendre là-bas avec ma propre voiture, donc j'ai pris un taxi pour y aller. Il dit qu'en fait il y était allé parce qu'il y avait une travailleuse là-bas qui voulait le voir tout le temps, elle était obsédée par lui et que carrément elle le faisait pas payer parce que voilà, elle le kiffait trop. Il dit franchement, si vous voulez en avoir le cœur net, demandez au taxi. Demandez à la travailleuse et ils vont vous dire que j'étais bien là entre 16h et 19h. La police fait ok, ils se rendent dans le bordel. Je vous jure, est-ce que c'est un film? Genre vraiment ce mec est hilarant. Bref, ils se rendent au bordel. Ils demandent à la travailleuse en question, est-ce que Seth était là tel jour? Et elle dit non. Elle dit non en fait. Mais elle leur dit par contre, je peux vous dire quelque chose qui va vous plaire. Seth m'a appelé hier et il m'a dit la police va venir te voir pour te poser des questions. Si tu acceptes de mentir pour moi, de dire que j'étais bel et bien là, je te donnerai $50. 50 $, c'est une blague? Elle allait jamais accepter. Mais elle a pris l'argent quand même. Le truc, c'est qu'elle a quand même dit à la police que Seth n'était pas là ce soir-là. Il rentre en contact avec le taximan, lui disent écoutez, est-ce que vous avez emmené Seth de son domicile à ce bordel? Et le taximan dit oui, je l'ai emmené. Mais une fois que la police lui dit écoutez, c'est très grave ce que vous êtes en train de dire si c'est faux, parce qu'en fait, on pense qu'il a tué toute sa famille. Là, le mec, il a dit non. Il a dit non, moi je l'ai pas emmené en fait. Il lui dit écoutez, il est venu me voir, il m'a proposé 50 € pour que je dise que je l'ai emmené. Et voilà quoi, voilà pourquoi j'ai dit que je l'avais emmené. Je savais pas du tout que c'était une histoire de crime et tout.
50 $ encore une fois. Mec, un conseil, si tu veux que les gens ils mentent pour toi, va falloir leur donner plus que 50 $, hein, je pense. Ce que la police a appris après est encore plus fou. Quand Seth a reçu les 50 000 $ de l'État, donc pour tu sais, l'argent qu'on te donne si tu perds toute ta famille, etc., il a décidé d'utiliser cet argent pour verser un acompte pour acheter une Lexus qui coûtait 173 000 $. Voilà ce qu'il a fait de l'argent. Mais comme le comptable n'a pas accepté de lui donner l'héritage, il a dû rendre la voiture, donc déjà il a dû sortir un peu con quand même. Mais le pire, c'est que sur cette voiture, il avait fait mettre des plaques personnalisées avec le nom des membres de sa famille, en hommage. Quelques jours après, il a vendu les voitures de ses parents et les bijoux de sa mère. Il a réussi à récolter la somme de 68 000 $. Tout ça, ça montre à la police qu'il a aucun remords. Le mec n'en a rien à faire. Il est déjà en train de trafiquer l'argent à gauche, à droite. Et puis les policiers avancent dans l'enquête, puis se rendent compte que Seth est un menteur pathologique. En fait, c'est officiel, ce mec est mythomane. Ils se rendent compte qu'un jour, il a dit à sa famille qu'il avait le cancer, mais que finalement, il avait été guéri. Totalement faux. Une fois, il a aussi dit à sa famille qu'il avait besoin d'une opération, enfin, il avait besoin de se faire opérer. Et c'était vraiment une question de vie ou de mort. Hein. S'il ne se faisait pas opérer, il allait mourir. Et l'opération coûtait 193 000 $ selon lui. Donc il a demandé à ses parents de lui donner 193 000 $. Bien évidemment, ils n'ont pas accepté. Sa famille aux Philippines a aussi admis qu'il mentait de ouf sur quel métier il faisait, qu'il leur avait dit qu'il était producteur de films et de musique, qu'il était avocat et mannequin en Australie. Il avait aussi l'habitude de voler de l'argent à ses parents. En octobre 2001, la police a commencé à écouter le téléphone de Seth, mais il ne le savait pas. Et un jour, un policier sous couverture, tu vois, il avait mis sa petite tenue de civil, s'est approché de Seth dans un café et lui a dit genre « Oh mec, stylé ta tenue et tout, j'aime trop comment t'es habillé, non, non, non. » Le policier lui a ensuite dit qu'en fait, c'était un ancien détenu parce qu'il faisait partie d'un gang. Et Seth a répondu « Ouais, moi aussi, je fais partie d'un gang qui s'appelle les Dragons Blancs. » Et le policier lui a dit « Écoute, je te propose quelque chose. Moi, je connais... » Ok, je suis en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'ai trop mal expliqué cette partie-là de l'histoire. Alors, pour vous expliquer correctement, le policier infiltré, il est venu, il lui a dit « Ouais, moi, je fais partie d'un gang, etc. » C'est là que Seth lui dit, je l'ai appelé Seth pendant toute la vidéo, hein, gênant, il s'appelle Seth. Seth lui dit « Écoute, je cherche quelqu'un qui pourrait... se rendre à la police ou en tout cas avouer le crime de mes parents, qui pourrait dire oui, c'est moi qui ai tué cette famille et c'est pas Seth qui l'a fait. » Du coup, le policier infiltré lui dit ah ben moi je connais un mec, de toute façon il a pris perpète et tout, donc ça, en gros ça le dérangera pas de dire que il a tué tes parents et ta sœur. Et donc Seth accepte, il lui dit ok d'accord, et c'est là que le policier lui dit donne-moi plus de détails parce que pour avouer le crime, il faut quand même qu'il ait des détails sur ce qui s'est passé. Et c'est là que Seth lui donne tous ces détails. Il fait ok, vas-y, chaud. Il commence à dessiner un plan de sa maison et il dessine précisément où se trouvaient les corps, combien de coups de couteau avaient été portés aux différents membres de sa famille et même la date, enfin l'horaire exact de leur décès. Et cette information était plutôt étrange parce que seulement le criminel pourrait savoir tout ça. Seth a même mentionné les graffitis qui avaient été écrits sur les murs et il a réussi à écrire ce qu'il disait. Quand la police a comparé l'écriture de Seth sur le papier et celle du graffiti, elles se ressemblaient énormément. Mais ils n'ont pas arrêté Seth pour autant. Quelques jours plus tard, Seth a rappelé le flic infiltré et lui a dit « Tu sais quoi mec, en vrai, c'est pas une bonne idée, j'ai pas envie que ton ami soit accusé d'avoir tué mes parents, je vais trouver quelqu'un d'autre et t'inquiète. » En parallèle, grâce à l'argent qu'il avait gagné en vendant toutes les affaires de sa mère et de son père, etc., Seth séjournait dans des appartements de luxe, mais ces appartements, il ne les payait pas lui-même. Il demandait à sa famille, donc ses tantes, etc., de payer pour lui. Il disait à sa famille, ouais, en fait, la police me dit de vivre plutôt dans ces endroits-là, parce que comme ça, je suis en sécurité, etc., alors que la police lui avait jamais dit ça. Il savait très bien que personne n'allait le tuer. Non, il escroquerait simplement sa famille pour qu'il lui paye son loyer. En mai 2002, Seth a déposé une plainte. Il a dit qu'on était entré par effraction dans son appartement. Et lorsque la police est arrivée, ils se sont rendus compte que c'était pas un cambriolage, mais une mise en scène. Et Seth leur a dit non, j'ai reçu 3 mails de menaces, c'est très sérieux. Quand la police a retracé ces mails, ils se sont rendus compte qu'ils provenait d'un cybercafé. Le seul truc, c'est qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance dans ce cybercafé, donc ils n'ont pas pu vraiment prouver que c'était Seth qui avait envoyé les mails. Lors d'une interview, il a d'ailleurs dit qu'il était prêt à vendre son affaire à Oprah pour qu'elle en parle et tout sur les médias. Le soir même, après un autre interview avec une journaliste, Seth a été retrouvé avec un sac sur la tête. La personne qui l'a trouvé comme ça l'a emmené à l'hôpital et Seth a dit qu'il s'était fait attaquer. Il a dit ouais, j'étais en train de rentrer de l'interview quand une voiture m'a percuté. Puis l'homme qui était
était dans la voiture m'a frappé avec un panneau de bois. Après ça, il a mis un sac sur ma tête. Il m'a dit que si je parlais encore une fois à un journaliste ou à un intervieweur ou quoi que ce soit, il me tuerait, moi et ma grand-mère. En fait, à ce stade-là, Seth faisait tout pour passer pour une victime lui aussi, genre. Il voulait vraiment faire croire à la police qu'il était recherché, que tout le monde avait quelque chose contre lui, etc. Et quand la police a entendu cette histoire, ils se sont dit « Oula, ça devient vraiment chelou, genre. » Je sais pas pourquoi ils l'ont pas encore arrêté, mais bon. Ils se sont dit « Ok, ce mec a potentiellement tué 3 des membres de sa famille la plus proche. Il serait capable de tuer sa grand-mère, donc on va peut-être agir. » Donc après ça, ils ont demandé à interroger Seth, forcément. Ben voilà, raconte ce qui s'est passé, etc. Et Seth faisait comme s'il ne connaissait pas son nom, où il était complètement perdu. Mais quand il a été examiné par des médecins, ils ont dit bah non, il a rien en fait, il n'y a pas de traumatisme crânien, il n'y a rien du tout. En plus de ça, il avait aucune blessure sur la tête. Enfin, encore une fois, quand tu mens bien. En fait, il cherchait juste à recevoir de la sympathie, à ce qu'on le prenne en pitié. Oh le pauvre, déjà il a perdu toute sa famille et ça maintenant. Mais pour la police, là, c'était vraiment le moment où il fallait intervenir parce qu'ils se sont dit attends, avec ce qu'il a dit sur sa grand-mère, faudrait pas qu'il aille la tuer quoi. Donc là, stop. Le 13 juin 2002, ils ont enfin arrêté Seth pour 3 meurtres. Il a bien sûr plaidé non coupable, qui est-ce que ça étonne personne. Et il a eu le culot de demander encore une fois son héritage. Bien évidemment, on lui a refusé. En avril 2004, donc 2 ans après son arrestation, Seth a enfin avoué. Il a expliqué qu'en réalité, ses meurtres étaient planifiés depuis plusieurs mois. De base, il avait même acheté une graine toxique pour empoisonner les membres de sa famille. En fait, de base, il n'avait pas prévu de les poignarder, mais de les empoisonner petit à petit, chaque jour, jusqu'à ce qu'ils s'éteignent. Il a commencé avec sa mère, qui avait d'ailleurs eu à un moment une intoxication alimentaire. Elle a même dû être hospitalisée pour ça. Mais les médecins n'avaient pas trouvé qu'il y avait eu un empoisonnement, quoi. Bon, heureusement, elle avait survécu. Et Seth s'est dit, bon, ce poison, il fonctionne pas si bien que ça va pas pouvoir les tuer, quoi. On en arrive donc à ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Le jour du meurtre, Seth s'est bien rendu à l'université. Ses professeurs avaient fait l'appel, donc ils ont confirmé sa présence. Ensuite, il s'est rendu au cabinet d'avocat de son père. Plusieurs employés ont également dit qu'ils l'avaient vu ce jour-là. Aux alentours de 16h30, il est arrivé chez lui. Dans le coffre de sa voiture, il avait une batte de baseball. Il l'a sortie, il est rentré dans la maison et il a frappé violemment sa petite sœur sur la tête avant de la poignarder à plusieurs reprises avec les couteaux de la cuisine. Après l'attaque, il a décidé de la recouvrir d'une veste rouge. Et beaucoup pensent qu'il l'a fait par remords, car apparemment il est fréquent que sur les scènes de crime, les meurtriers recouvrent leurs victimes. Et c'est souvent par respect, je peux pas comprendre comment est-ce que c'est un geste de respect, mais bon bref, ou par culpabilité. Vers 17h, il a entendu sa tante passer à la maison, essayer de toquer, sonner, etc. À ce moment-là, il portait bien une veste et une casquette de baseball, donc sa tante avait bien vu. Il est sorti discrètement de la maison et s'est éloigné. Et 1 heure plus tard, vers 18h, Loïva, sa mère, est rentrée à la maison. Seth l'a attaqué dans le salon, il l'a tué sur place. Puis son père est rentré quelques minutes après. À peine il a posé le pied dans la maison, Seth l'a immédiatement agressé. Comme je vous l'avais dit avant, ce soir-là, il y avait énormément d'orages, il y avait beaucoup de bruit. Pas les orages de France, hein. On est en Australie. Ce qui fait qu'en fait, on n'entendait pas du tout les cris ou tout le bazar qui se passait dans la maison. Et voilà pourquoi les voisins n'ont rien entendu, hein, ils n'ont pas menti. Après avoir tué les 3 membres de sa famille, il s'est dit « Ah, faut que je trouve une raison logique pour laquelle quelqu'un aurait voulu les tuer. » C'est là qu'il a donc pris de la peinture bleue pour écrire des insultes racistes sur le mur. Il a ensuite fouillé un peu dans les affaires de ses parents pour faire genre c'était un cambriolage. Et même après ça, bien évidemment, ça n'avait toujours pas l'air crédible. C'est là qu'il a pris plein de sacs de courses et qu'il les a un peu éparpillés autour de sa mère, qu'il a cassé la fenêtre de l'intérieur. Et en gros, il a voulu faire croire qu'il s'agissait d'un cambriolage qui avait mal tourné, quoi. Après avoir tué toute sa famille, il est monté, il a pris une douche, il s'est rendu dans sa voiture pour rejoindre son ami Sam. Ensemble, ils sont allés au restaurant puis à la salle d'arcade. Et voilà comment tout ça s'est passé, paix à leurs âmes. Le 24 mai 2004, son procès a commencé. Il a été reconnu coupable des meurtres de son père, sa mère et sa petite sœur. Avant le procès, bien évidemment, comme toujours, un psychologue l'a examiné pour s'assurer qu'il était sain d'esprit, entre guillemets, et il a bien été déclaré mentalement sain. Seth a donc été condamné à 3 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, mais jusqu'à aujourd'hui, il continue de dire qu'il est innocent. Il affirme qu'il n'a rien à voir avec ses meurtres et que le vrai coupable est toujours en liberté. D'ailleurs, en novembre 2005, donc combien d'années? 3 ans après tout ça, une famille a acheté la maison où tout ça s'est déroulé. Apparemment, elle n'était pas hantée, hein, tout s'est bien passé pour eux. Même s'il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé ça bizarre, puis se sont dit
Après un tel massacre, la maison aurait dû être complètement détruite. Aujourd'hui, Seth est toujours en prison, Dieu merci. Et voilà pour cette histoire. J'ai hâte de connaître ton avis dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésite pas à me laisser un like, à t'abonner si ce n'est pas le cas et à me laisser un petit commentaire pour m'aider, me soutenir. Désolée pour le make-up encore une fois. C'était pas ouf aujourd'hui. J'ai même pas fait mes lèvres, c'est n'importe quoi. Mais bon, écoutez, là, le plus important, c'est qu'on se voit, que je vous raconte une petite histoire. Et j'espère que je reprendrai un peu le goût à faire le make-up. C'est vrai que là, c'était pas ouf, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des idées de vidéos, de sujets dans les commentaires. On se dit à samedi prochain pour un nouvel épisode de Crime et Make-up. Je vous fais de gros bisous. Que Dieu vous garde. Soyez bénis.